Russes ont tiré un enseignement des derniers mois, c'est qu'ils arrêtent de concentrer aux mêmes endroits leur stock de munitions, d'essence et de logistique. Les Ukrainiens ont fait un massacre, parce qu'en plus c'est entreposé n'importe comment. On a vu tous des images de drones, vous aviez les camions de transport qui étaient tous en vrac, etc. Les Ukrainiens ont détruit tout ça. Donc aujourd'hui, les Russes ont dispersé par petites entités la partie logistique, les munitions, etc. Donc c'est un des enseignements qu'ils ont tirés. Évidemment, pour les Ukrainiens, c'est plus compliqué à détruire. Pour revenir à votre question, ce qu'on sait, c'est que des forces spéciales, donc des commandos, qui souvent agissent de nuit, petits groupes, ce qu'on appelle une faible empreinte au sol, c'est-à-dire on ne projette pas 25 000 hommes, ou ça, voilà, sous jumelles de vision nocturne, et qui sont soit là pour aller détruire des objectifs un peu stratégiques russes, soit pour tester, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et rapporter du renseignement. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils font des va-et-vient, ils y vont, ils reviennent, ou s'ils ont commencé à faire une micro-tête de pont à cet endroit-là. Donc il y a cette hypothèse. Et ce qui est important sur la carte, parce qu'on a beaucoup parlé de Kherson, à juste titre, de la ville et de la partie de l'oblast qui était au nord du Dniepr. Mais alors il n'y a pas toutes les délimitations de l'oblast, mais l'oblast lui-même de Kherson, les Russes tiennent encore au moins 2/3. C'est avant d'arriver en Crimée, les Ukrainiens ont un énorme effort. Et pour répondre à votre question, les Ukrainiens évitent de faire tuer leurs soldats, contrairement à ce que dit Vincent, qui est très juste par rapport aux soldats russes. Donc, ils peuvent avoir une approche où ils vont, comme ils sont proches de leur ligne d'approvisionnement occidentale, ça va être de matraquer sur Kherson. Et puis, par rapport à la fameuse riposte, ce que disait Catherine, quand on voit l'imagination des Ukrainiens, des frappes de drones navals qui vont dans Sébastopol, qui vont dans un port en mer Noire russe, des raids aériens, etc., ils peuvent nous préparer des choses, ils peuvent nous préparer, pas à nous, mais aux Russes, des choses de cette nature, si vous voulez, pour remettre la pression sur les Russes. Alors, ce n'est pas le scénario le plus probable, une attaque par Kinburn, même s'il y a tout ce que vous venez de dire. On entend plutôt en général parler, Catherine, d'une attaque au milieu ici, au-dessus de Zaporijjia, pour viser Mélitopol. C'est ce qui semblait le plus crédible juste après la prise de Kherson, sauf que les Russes ne sont pas complètement idiots et ils doivent s'y attendre aussi. Clairement, mais c'est vrai que quand on voit la carte, on comprend bien que s'ils arrivent jusqu'à Mélitopol, ils coupent en deux l'armée russe dans cette région. Donc la coupe en deux. Stratégiquement, c'est cette attaque-là qui serait la plus forte. C'est tout à fait cohérent. Ce serait la chose qui paraîtrait la plus logique. Est-ce que ça veut dire que précisément ce n'est pas ce que vont faire les Ukrainiens parce que ça paraît la chose la plus logique et qu'ils veulent bénéficier d'un effet de surprise vis-à-vis des Russes. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que côté ukrainien, on est soit à l'offensive sur le terrain, soit à l'offensive dans le déclaratoire, mais qu'en fait, ils ne laissent jamais de repos aux Russes. C'est-à-dire toujours maintenir la pression. Toujours maintenir la pression, toujours être en mouvement, ce qui est aussi très important par rapport à ce qu'on sent sur le fait que les Occidentaux, quand même, se disent finalement, si on arrivait à négocier, ce serait peut-être pas mal et cherchons une solution de ce côté-là. Ils sont toujours dans le mouvement. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, les Ukrainiens, que tant qu'ils seront justement dans une dynamique positive, les Occidentaux ne pourront pas leur tordre le bras en disant on arrête tout et maintenant on négocie. Donc que ce soit sur le terrain, dans le déclaratoire, dans ce qu'on laisse entendre ou dans ce qu'on dit, eh bien de toute façon, il n'y a pas une seconde de repos vraiment pour les Russes. Les Russes qui se préparent aussi. Si vous regardez la carte des défenses, des lignes défensives installées, Vincent, par les Russes, on va voir que dans ce secteur, il y a des dents de dragon dans tous les sens, il y a des tranchées. Voilà, ils sont prêt à une éventuelle attaque. Regardez ici, entre Zaporijjia, surtout entre Mélitopol et Berdiansk, on voit qu'il y a des lignes défensives fortes. Oui, mais si vous voulez, ce sont des dispositifs défensifs qui sont substantiels. Il y a là des fortifications qui ne sont évidemment pas dérisoires, mais qui sont contournables, c'est-à-dire qui répondent à une question, mais pas aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une possibilité de contrôler les axes routiers, très bien, ok. Mais si vous avez du côté ukrainien, une aptitude à, attaquer en champ ouvert,
avec une possibilité d'encerclement, par exemple, eh bien, vos temps de dragon, elles mordent dans le vide. Donc, et pour revenir à ce que disait Catherine à l'instant, et pour filer pour le coup une métaphore qui n'est pas de saison, tauromachique, c'est un peu la technique du picador, si vous voulez. C'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est pas le taureau sous lequel on agite la muleta. C'est l'ours russe. C'est plutôt l'ours, mais sans savoir si cette escarmouche est l'annonce de quelque chose, ou simplement une manière d'entretenir chez l'adversaire l'incertitude. Et quand on sait aussi que les pesanteurs traditionnelles de l'armée russe, son absence de plasticité, sa faible capacité d'adaptation, eh bien, on peut comme ça créer une sorte d'agitation qui plonge l'adversaire, l'ennemi en l'occurrence, dans une profonde perplexité. Est-ce que c'est encore le cas, Pierre Servan? Parce qu'on sent qu'on n'est quand même pas du côté russe, même si tout ne se passe pas très très bien, mais on a beaucoup moins de scènes de grandes difficultés, on a beaucoup moins d'histoires, de problèmes. Il semble que le général Sourovikine, qui centralise un petit peu tout ça, il a mis les choses en place de façon un petit peu plus rationnelle. En tout cas, vu d'ici, voilà, on est un peu loin, mais bon. Oui, et en même temps, c'est une répétition. Rappelez-vous, les Russes ont eu des échecs majeurs. Il y a eu pendant l'été une sorte de faux plat. Et ils ont attaqué l'oblast de Lugansk, Severodonetsk et Lysychansk, en concentrant 2500 pièces d'artillerie, 250 avions de combat. Les avions russes continuaient à voler à ce moment-là. Et donc, ils ont concentré leurs efforts de destruction et sont parvenus à chasser les Ukrainiens et à prendre pratiquement 95% de Lugansk.